Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la découverte des entrées-sorties en Ruby. Les entrées-sorties sont souvent appelées I/O, de l'anglais Input-Output. La gestion des entrées-sorties est une des bases de la programmation. Même si vous n'en avez pas conscience parce que vous utilisez un framework, vous les utilisez sans cesse. Les usages sont d'une variété quasi infinie. Aujourd'hui, nous nous pencherons uniquement sur les fichiers classiques stockés sur un support. Ça nous permettra de creuser le sujet dans les vidéos suivantes. En Ruby, toute la gestion des entrées-sorties repose sur la classe I/O. C'est la classe qui définit le comportement commun à toutes les entrées-sorties. De cette classe découle la classe File, qui encapsule tous les détails de la gestion de fichiers, tels que les permissions, les dates de création, etc. C'est sur ces fondements que sont réalisées d'autres classes et librairies qui vont permettre de persister des éléments dans des fichiers ou dans des bases de données. Commençons donc à travailler avec les fichiers, qui sont le moyen le plus simple et le plus commun pour stocker de l'information persistante. Les opérations les plus communes sont l'ouverture et la fermeture des fichiers. Entre deux, on lira ou écrira des informations. Pour ouvrir un fichier, on utilisera la méthode file.new qui prend en premier paramètre le chemin vers le fichier à ouvrir et en deuxième paramètre optionnel le mode d'ouverture. Le mode d'ouverture sert à indiquer si on ouvre le fichier en lecture, en lecture-écriture, etc. On peut donc ouvrir un fichier en écriture, ici grâce au mode W, ou encore en lecture. Quand vous ouvrez des fichiers, il est de bon ton de les fermer une fois que vous avez fini de les utiliser. Si vous ouvrez de nombreux fichiers et que vous les laissez tous ouverts, le système finira par se plaindre. D'ailleurs, si vous ne fermez pas un fichier dans lequel vous avez écrit, il est fort probable que vous perdiez une partie des données. Fermons donc nos deux fichiers précédemment ouverts. Pour ouvrir des fichiers, vous pouvez également utiliser la méthode file.open, qui est plus ou moins un synonyme de file.new, à ceci près que vous pouvez lui passer un bloc et le fichier sera automatiquement fermé à la fin de ce bloc. On ouvre donc test.txt en écriture. On y ajoute une ligne, puis une deuxième, et finalement une troisième. C'est sans aucun doute la façon la plus élégante de procéder. Nous avons donc ouvert en écriture le fichier test.txt, qui a été créé s'il n'existait pas. Nous avons ensuite appelé la méthode puts. Nous l'avons déjà largement utilisée jusqu'ici pour afficher des valeurs à l'écran. Par défaut, puts s'applique sur la sortie standard, ce qui dans la plupart des cas est la console dans laquelle le script est lancé. Ici c'est différent, nous l'appelons explicitement sur la variable locale file, qui représente le fichier que nous avons ouvert, ce qui a pour effet d'écrire les chaînes dans ce fichier. Si vous veniez à ouvrir à nouveau le même fichier, toujours avec le mode W, vous écraseriez le contenu existant. Pour mettre à jour un fichier existant, il faut utiliser le mode adéquat. Pour pouvoir lire et écrire dans un fichier, il suffit d'ajouter plus derrière le mode utilisé. Il reste maintenant à choisir le mode en fonction de ce que vous souhaitez faire. Pour mettre à jour un fichier en partant du début, on utilisera le mode R+. Pour écraser le contenu du fichier existant ou en créer un nouveau, on utilisera W+. Finalement, pour compléter le fichier en partant donc de la fin de ce dernier, on utilisera le mode A+. Notez que les plus ne sont pas nécessaires à la mise à jour, ils ne sont là que pour indiquer qu'on souhaite pouvoir lire et écrire. On pourrait très bien se cantonner à un simple A pour faire de la mise à jour de fichier. Naturellement, quand vous lirez un fichier, la lecture se fera de manière séquentielle. Ce sera donc caractère par caractère ou ligne par ligne. On ouvre ici le fichier test.txt en lecture. On affiche un caractère, puis le restant de la ligne. Pour vous déplacer à un endroit précis, il faudra utiliser la méthode IOSEEK qui attend qu'on lui passe un entier représentant le nombre de bytes dont on veut avancer dans le fichier. On ouvre à nouveau le fichier test.txt en lecture. On avance de 7 bytes, puis on affiche la ligne. On a donc avancé de 7 bytes pour passer la première ligne qui contient la chaîne line 1, constituée de 6 caractères plus un retour à la ligne, ce qui nous permet d'arriver directement à la deuxième ligne. Par défaut, la méthode IOSEEK commence toujours en début de fichier. On peut aussi lui demander de commencer à la position actuelle en lui passant un deuxième paramètre. On ouvre à nouveau le fichier test.txt en lecture. On avance de 7 bytes et on affiche la ligne.
On avance maintenant de 0 bytes à partir du début du fichier et on affiche la ligne. On avance à nouveau de 7 bytes, on affiche la ligne. Puis on avance de 0 bytes en partant de la position courante du curseur. Et on affiche la ligne. On peut également commencer depuis la fin du fichier grâce à la constante IO_seekEnd. Comme on l'a expliqué un peu plus tôt, par défaut, les méthodes kernel_puts et kernel_gets, si elles sont appelées sans receveur, vont tenter d'écrire sur la sortie standard et de lire depuis l'entrée standard. Ce phénomène s'explique par le fait que l'interpréteur, lorsqu'il est lancé, met à disposition 3 constantes, stdin, stdout et stdr. Ces constantes sont automatiquement affectées à 3 variables globales qui sont $stdin, $stdout et $stdr. Quand vous appelez puts, vous appelez en fait implicitement $stdout.puts. De la même manière, en faisant gets, vous faites en réalité un $stdin.gets. En réassignant ces variables globales, vous pouvez modifier le comportement par défaut de puts, gets et autres méthodes similaires, ce qui peut se révéler très pratique. Créons un script dans notre éditeur. On crée un nouveau fichier io.txt. On affiche hello sur la sortie standard. On affecte le fichier à la sortie standard. On affiche by sur la sortie standard. Et on réinitialise notre sortie standard. Puis on affiche done. Nous pouvons maintenant exécuter en console ce script. On voit que sur la sortie standard apparaissent les chaînes hello et done. Si on consulte le contenu du fichier io.txt, on voit qu'il contient la ligne by. Une autre constante très utile lorsqu'on écrit des scripts est argf. Elle contient le contenu des fichiers qui ont été passés au script lors de son lancement. On pourrait par exemple écrire un script qui affiche le contenu de ces fichiers. Puis le lancer. Plutôt simple, n'est-ce pas? Une autre constante spéciale existe et permet de lister les arguments passés au script. Ici, on parcourt chaque élément de argv et on l'affiche. On lance notre script. C'est donc un élément indispensable pour quiconque souhaite écrire des scripts. Une autre tâche dont vous aurez besoin si vous écrivez des scripts sera de pouvoir lire des entrées utilisateurs. Pour ce faire, il nous suffira d'écouter ce qu'il se passe sur $stdin. On affiche une phrase d'introduction. Puis on crée une boucle qui a pour but de recueillir l'entrée utilisateur et de la stocker dans la variable line. Ensuite, on affiche echo, suivi de l'entrée utilisateur, à laquelle on supprime le retour à la ligne pour éviter le double retour à la ligne. On lance notre script. On a donc créé une boucle infinie qui attend une entrée utilisateur, puis la répète. Vous connaissez donc maintenant les bases de la manipulation des entrées-sorties. Ces quelques bases vous permettent d'aller déjà assez loin dans l'interaction entre vos scripts et le système ou l'utilisateur. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons ces concepts pour apprendre à manipuler les attributs des fichiers, travailler avec les fichiers temporaires, les répertoires, ainsi que la persistance d'objets.